Allô? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pékin et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. David, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun, c'est M. Foussouéné. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur la palabre intellectuelle. Coup de théâtre dans la crise post-électorale en Gambie. Alpha Condé s'oppose à une intervention militaire de la CEDEAO sur place dans le pays pour déloger donc Yahya Jammeh après la fin de son mandat le 19 janvier prochain. Le président guinéen demande que le dialogue soit privilégié, une position en parfaite contradiction avec celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mobilise déjà ses moyens militaires pour, selon elle, faire respecter la volonté du peuple. Je pense que le dialogue serait le bon recours au lieu d'une intervention militaire qui ne va rien solutionner dans cette crise post-électorale en Gambie. Au contraire, cela va empirer. C'est donc ce que dit Alpha Condé qui a pris la parole alors qu'il se trouvait dans un déplacement en Turquie. Manuel Assiquet de la rédaction d'Afrique Média a fait un point beaucoup plus complet. Coup de théâtre dans la crise post-électorale gambienne. Alpha Condé s'oppose à une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie pour déloger Yahya Jammeh après la fin de son mandat le 19 janvier. Le président guinéen demande que le dialogue soit privilégié, une position en parfaite contradiction avec celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mobilise déjà ses moyens militaires pour, selon elle, faire respecter la volonté du peuple. Je pense que le dialogue serait le bon recours au lieu d'une intervention militaire qui ne va rien solutionner dans cette crise post-électorale en Gambie. Au contraire, cela va empirer de plus en plus, a souligné Alpha Condé. Celui-ci estime, entre autres, qu'il faut rassurer le président gambien pour le pousser à accepter de quitter le pouvoir. Un avis très loin de celui d'un autre chef d'État de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, qui ne cesse d'affirmer qu'Adama Barrow, déclaré vainqueur du scrutin présidentiel, sera investi le 19 janvier prochain. Nous sommes engagés et déterminés à appliquer les vœux du peuple gambien d'avoir élu Adama Barrow. Toutes les mesures nécessaires ont été développées pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne ses fonctions le 19 janvier. A déclaré M. Ouattara, mi-décembre. Et toujours dans l'actualité ce soir, rappelez que les ressortissants nigérians qui décideraient de quitter la secte islamiste Boko Haram ne connaîtront aucune poursuite judiciaire. Bien au contraire, ils auront l'assistance du gouvernement pour changer de paradigme et revenir à une idéologie religieuse saine. Cette annonce a été faite par le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, en visite à Difa, dans le sud-est du pays, où une trentaine d'anciens combattants Boko Haram venaient de se rendre. Le gouvernement du Niger lance ainsi un programme d'amnistie et de réinsertion pour les anciens combattants du groupe djihadiste. Et bien sûr, la question que nous vous posons ce soir est celle de savoir si la déradicalisation est la solution pour venir à bout du terrorisme au Sahel et également dans le bassin du lac Tchad. Et rappelez que ces jours-ci, les djihadistes de Boko Haram ont essuyé une énorme défaite dans la forêt de Sambisa au Nigeria, une forêt que les djihadistes ont perdu, en tout cas à en croire les officiels nigérians qui déclarent désormais avoir pris le contrôle total de ce qui était devenu le dernier bastion de la secte islamiste Boko Haram. Faisons une fois de plus le point pour cet autre sujet avec Manuel Assiquet à la rédaction d'Afrique Média. Les ressortissants nigériens qui décideraient de quitter la secte islamiste Boko Haram ne connaîtront aucune poursuite judiciaire. Bien au contraire, ils auront l'assistance du gouvernement pour changer de paradigme et revenir à une idéologie religieuse saine. Cette annonce a été faite par le ministre nigérien de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum, en visite à Difa, dans le sud-est du pays, où une trentaine d'anciens combattants Boko Haram venaient de se rendre. Le gouvernement du Niger lance ainsi un programme d'amnistie
et de réinsertion pour les anciens combattants du groupe djihadiste. Nous allons mettre en œuvre un programme de déradicalisation. Nous allons progressivement les préparer à leur réinsertion sociale, a expliqué le ministre de l'Intérieur. Les autorités nigériennes s'engagent à former et à réformer les anciens djihadistes pour qu'ils puissent retrouver une vie sociale et abandonner leurs idées extrémistes. Beaucoup d'experts sont optimistes quant au succès de cette opération, d'autant plus que de nombreux ex-combattants Boko Haram ne se sont pas engagés pour des raisons idéologiques. Ils précisent que les salaires promis par les djihadistes ont eu beaucoup d'attraits sur beaucoup de recrues. Les autorités nigériennes pensent qu'un bon emploi, une famille retrouvée, pourrait transformer durablement les choses. Le porte-parole de l'armée dit qu'il recevra des informations professionnelles pour acquérir de nouvelles compétences. Le porte-parole de l'armée nigériane affirme pour sa part que ces jeunes ex-Boko Haram devraient recevoir des formations professionnelles pour acquérir de nouvelles compétences, un élément clé de leur réinsertion. Alors, pour ou contre une réinsertion de ceux qui hier combattaient encore aux côtés de Boko Haram, c'est la question que nous posons également ce soir. Pour vous qui êtes à la maison et qui avez bien sûr la possibilité de nous retrouver en direct pour pouvoir vous exprimer autour de l'un des faits marquants de l'actualité tel que présenté par la rédaction d'Afrique Média. Vous nous retrouvez donc en direct et vous répondez à l'une des questions que nous vous posons ce soir. Bien sûr, nous tentons de comprendre également la réaction de Alpha Condé, le président guinéen qui a pris la parole depuis la Turquie où il effectuait un déplacement pour dire qu'il était opposé à une intervention militaire de la CEDEAO en territoire gambien. Et voilà Alpha Condé qui pense davantage que la solution proviendrait plutôt d'un dialogue que d'une intervention militaire, une position qui contraste bien sûr avec les positions de la CEDEAO ou alors la position officielle de la CEDEAO qui voudrait absolument installer Adama Barrow dans le fauteuil présidentiel dès le 19 janvier prochain, date de l'expiration du mandat en cours du président Yahya Jammeh qui est actuellement donc en fonction sur place dans le pays. Alors comment comprendre cette réaction d'un des présidents de la CEDEAO? Alpha Condé est-il en train de trahir la CEDEAO comme d'aucuns ont semblé le dire? La question est posée alors qu'on connaît bien sûr la position de la CEDEAO pour ce qui est donc de cette crise post-électorale qui est née en Gambie après la contestation des résultats de la présidentielle devant la Cour suprême par le président Yahya Jammeh. On va retourner à la rédaction encore quelques instants et refaire un nouveau point concernant ce premier sujet que nous vous proposons ce soir. Alpha Condé opposé à une intervention militaire de la CEDEAO en territoire gambien. Nous retournons à la rédaction, mesdames et messieurs, avec Manuela Chiquet. Coup de théâtre dans la crise post-électorale gambienne. Alpha Condé s'oppose à une intervention militaire de la CEDEAO en Gambie pour déloger Yahya Jammeh après la fin de son mandat le 19 janvier. Le président guinéen demande que le dialogue soit privilégié, une position en parfaite contradiction avec celle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui mobilise déjà ses moyens militaires pour, selon elle, faire respecter la volonté du peuple. Je pense que le dialogue serait le bon recours au lieu d'une intervention militaire qui ne va rien solutionner dans cette crise post-électorale en Gambie. Au contraire, cela va empirer de plus en plus, a souligné Alpha Condé. Celui-ci estime, entre autres, qu'il faut rassurer le président gambien pour le pousser à accepter de quitter le pouvoir. Un avis très loin de celui d'un autre chef d'État de la CEDEAO, Alassane Dramane Ouattara, qui ne cesse d'affirmer qu'Adama Barrow, déclaré vainqueur du scrutin présidentiel, sera investi le 19 janvier prochain. Nous sommes engagés et déterminés à appliquer les vœux du peuple gambien d'avoir élu Adama Barrow. Toutes les mesures nécessaires ont été développées pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne ses fonctions le 19 janvier, a déclaré M. Ouattara, mi-décembre.
Voilà, alors que penser de cette situation qui nous provient une fois de plus de la Gambie? Alpha Condé opposé à une intervention militaire pour régler la crise post-électorale en Gambie. Alpha Condé qui voudrait qu'on rassure le président Yahya Jammeh en lui donnant bien sûr toutes les garanties pour sa sécurité et sa quiétude dans le pays après le 19 janvier prochain. Alpha Condé qui voudrait qu'il y ait des compromis afin de sortir de cette crise post-électorale qui est donc née en Gambie. Alors que vous inspire cette position d'Alpha Condé qui est en contradiction bien sûr avec les autres positions des autres leaders de la CEDEAO, tous unanimes ou presque sur une intervention en territoire gambien comme étant l'unique solution pour régler définitivement la crise post-électorale qui s'empare du pays. Alors que penser de cette réaction? Que vous inspire cette sortie médiatique d'Alpha Condé au moment où tout le monde était finalement tourné vers le président de la commission de la CEDEAO qui donnait déjà l'agenda de l'organisation pour ce qui est des mois à venir sur le territoire gambien, et rappeler que pour le moment la sécurité d'Adama Barrow est assurée par bien sûr la CEDEAO. On parle d'un déploiement de 14 soldats, de 14 éléments sénégalais qui seraient en ce moment sur le territoire gambien pour assurer la sécurité, bien sûr, d'Adama Barrow. C'est pour montrer ô combien la situation en Gambie est préoccupante pour la CEDEAO et également pour le Sénégal qui en est membre, tout comme pour le président Alassane Dramane Ouattara qui a fait connaître sa position il y a quelque temps maintenant, et cette position, on la connaît, elle est tout à fait claire. Le président Ouattara pense qu'il faudrait que Adama Barrow soit installé dès le 19 janvier prochain. D'ailleurs, il dit, je cite, « Nous sommes engagés et déterminés à appliquer les vœux du peuple gambien d'avoir élu Adama Barrow. Toutes les mesures nécessaires ont été développées pour pouvoir faire en sorte qu'il prenne ses fonctions le 19 janvier prochain », en parlant bien sûr d'Adama Barrow. Et dans l'autre sujet d'actualité de ce soir, dans l'autre fait marquant de la rédaction d'Afrique Média, nous parlons bien sûr de ce programme de réinsertion et de déradicalisation des ex-combattants Boko Haram que vient de lancer bien sûr le gouvernement nigérien comme étant une solution pour lutter donc efficacement et même d'ailleurs mettre fin aux activités de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad ou en tout cas en territoire nigérien. Nous prenons déjà le standard avec M. Dosso qui arrive à l'instant même. M. Dosso, vous êtes en Angleterre, bienvenue. Jeune frère, bonsoir à toute l'équipe qui t'entoure et merci pour tout ce que vous faites pour les Africains. Pour les deux sujets de ce soir, je vais d'abord commencer par l'histoire du Boko Haram. Je pense que les dirigeants africains n'ont pas encore compris que, quand il y a un problème comme celui de Boko Haram qui se pose, il faut aller en synergie, il faut aller avec tous les autres pays qui sont affectés par ce problème. Je pense que le Niger prend une mauvaise décision et ça risque d'empirer les problèmes au niveau du Niger. Parce que pourquoi donner de l'argent à des gens qui renoncent à faire la rébellion, à faire ce qu'ils ont fait? Alors que au niveau du Niger, il y a une bonne frange de la population, spécialement des jeunes qui n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que l'une des causes aussi du Boko Haram, c'est la mauvaise politique aussi, il faut le dire. C'est vrai que derrière tout ça, il y a une main, mais quand même c'est une réalité. Pourquoi est-ce que ce président qui est encore venu avec des méthodes assez barbares, assez employées des Français, qui est venu, comme on le sait, avec des élections qui ont été truquées, ne prend pas les bonnes décisions. Voilà quelqu'un qui va signer des accords avec les Allemands pour qu'ils installent une base militaire. Voilà quelqu'un qui fait les choses
alors que le Tchad a été le premier pays à aller au secours de ce pays-là, pourquoi ne pas signer un accord de défense avec le Tchad? Il va s'adresser aux Européens. Et voilà maintenant aujourd'hui que voilà, subitement il a de l'argent pour aider les gens de Boko Haram. Encore une manière de détourner de l'argent, encore une manière de mal employer le peu de fonds dont dispose le Niger, lui qui refuse de prendre l'argent avec Areva pour développer son pays, qui va au Japon, au lieu de dire aux Japonais, bon voilà, venez exploiter l'uranium de chez moi, qui ne dit rien du tout. Je pense que c'est une mauvaise décision, une très mauvaise décision, parce qu'il aurait fallu faire un grand discours au niveau de la nation, dire, bon voilà, maintenant aujourd'hui, je sais le problème qui se passe, voilà, maintenant aujourd'hui, voilà une politique, on va essayer de donner des fonds aux jeunes, à tous les jeunes, parce que comment les autres jeunes vont se sentir? Ils vont se dire, bon voilà, mais on va entrer dans on va entrer dans le maquis et comme ça on va avoir de l'argent. Pour moi, sincèrement, c'est pas une bonne décision. Et je pense qu'encore une fois, ces gens-là, c'est à l'instar de tous les pays d'Afrique francophone, ils dirigent encore comme au temps de l'ancien régime, c'est-à-dire où tous les pouvoirs étaient entre les mains d'une seule personne. C'est comme ça les chefs d'État africains, et plus particulièrement les chefs d'État d'Afrique francophone. Une fois qu'ils ont été élus de façon calamiteuse, ils pensent qu'ils ont tous les pouvoirs, ils peuvent décider de tout. Voilà Alassane Dramane Ouattara, il fait ce qu'il veut. Voilà encore celui-là du Niger, il fait n'importe quoi. Des décisions qui relèvent de la souveraineté, ils les prennent entre les quatre murs. Je pense que cette décision est mauvaise, pour ma part. Et je pense, pour parler aussi du Nigeria, je pense que le Nigeria a la mémoire courte aussi, quoi. Parce que voilà des gens qui crient aujourd'hui victoire. Cette victoire n'aurait jamais eu lieu si le Tchad n'avait pas participé à cette lutte-là contre Boko Haram. Et cette victoire aujourd'hui, je pense qu'ils la doivent au Tchad aussi. Maintenant, pour ce qui est de la Gambie, je pense que les déclarations de M. Ouattara ne nous étonnent pas, parce que c'est le bras armé de la France, et lui et son Macky Sall, et ils écrasent tous les petits pays qui sont là. Ils n'ont pas droit à la parole. Voilà, c'est les deux. C'est comme au niveau de l'Union européenne, il n'y a que la France et l'Allemagne. Bon, il y avait la Grande-Bretagne, mais maintenant, c'est la France et l'Allemagne qui décident pour tout le monde. Et au niveau de la CEDEAO, c'est la copie conforme de l'Union européenne. Voilà, c'est les grands qui doivent parler. Alors que, comme le dit ce proverbe chinois-là, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui parlent ne savent pas. C'est pas parce que les autres pays ne parlent pas qu'ils n'ont pas de solution pour cette crise-là. Et je pense que, pour une fois, voilà, l'unanimisme qui règne au sein de cette CEDEAO-là, je ne dis pas qu'il a volé un éclat, mais on sent que ce qui se passe derrière, c'est qu'il n'y a pas cette unanimité. Il y a des chefs d'État qui aimeraient s'exprimer. Et grand bravo à M. Alpha Condé. Je sais qu'il n'est pas en auteur de sainteté avec Alassane Ouattara, parce que ça fait maintenant, depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est là, les troupes guinéennes pénètrent en Côte d'Ivoire régulièrement. Il y a encore moins d'une semaine. Moi, je suis de cette région-là, ce village de Péaba. Je suis à quelques 20 km de ce village-là. Il n'est pas en auteur de sainteté avec Alassane Dramane Ouattara, qui a pour conseiller le perdant des dernières élections. Et moi, je pense que, comme il l'a dit, je pense que tous les Africains, c'est ce qu'ils pensent aujourd'hui. Ça prouve aussi que le travail que vous faites est en train de porter. Parce que je me souviens, quand Alpha Condé est venu en Guinée équatoriale, il a accordé une grande interview à Afrique Média. Et c'est quelqu'un qui écoute Afrique Média. On aimerait que ça se passe le plus souvent, mais grand bravo à vous.
Vraiment, grand bravo. Et il faut continuer à faire ce que vous faites, surtout toi, Guy. Tu es en train de faire un boulot formidable. Vraiment, continue comme ça. Et on aimerait que même le dimanche, il y ait des émissions comme ça. On devrait le faire parce que pourquoi RFI et France 24, pourquoi les gens, ils arrivent à prendre pour argent comptant ce qu'ils disent? C'est parce que c'est le matraquage d'esprit, ils le font. Ils font défiler des émissions en boucle, des informations. Il faudrait que Afrique Média, très rapidement, arrive à faire cela. Qu'une émission comme celle que tu animes, par exemple, puisse avoir lieu 7 jours sur 7. Franchement, ce serait bien. Voilà ma contribution pour ce soir. Je reviendrai peut-être plus tard. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dosso. Depuis le Royaume-Uni, on va retourner au standard en allant cette fois-ci en Suisse, où nous avons un téléspectateur qui arrive à l'instant même. Bienvenue, messieurs. Et à votre avis, est-ce qu'on peut gagner quelque chose avec l'insertion des ex-combattants de Boko Haram aujourd'hui dans le bassin du lac Tchad, tel que voudrait faire en ce moment le Niger et aussi le Nigeria? Oui, bonsoir, monsieur. Je pense que une insertion des forces déjà qui ont combattu au niveau de Boko Haram, c'est une bonne chose, car s'il y a une bonne politique, une bonne coordination, les forces déjà qui ont combattu au niveau de Boko Haram peuvent être insérées dans la vie sociale, c'est sans problème. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une ségrégation, parce qu'une fois qu'ils savent, que ces gens-là savent que les problèmes qu'ils ont commis, les graves malentendus qu'ils ont déjà eu à faire, s'ils savent qu'ils seront jugés à cause de ça, il serait très difficile que ces gens-là soient insérés et ou qu'ils acceptent l'insertion. Donc, il faudra une bonne politique de tous les différents pays, que ce soit du Cameroun, que ce soit du Tchad, que ce soit du Niger ou du Nigeria. Il faudrait qu'il y ait une politique commune. À ce sujet, je pense qu'il est très bon, c'est une très belle idée, d'abord de ne pas mettre les gens en prison, mais plutôt de les mettre dans un camp, leur donner un travail, leur donner aussi les moyens de vivre avec leur propre famille. Alors, si ce sujet, c'est ce que j'avais vraiment à dire, j'aimerais juste aussi m'exprimer un peu sur ce qui se passe en Gambie. Alors, il y a beaucoup d'idées, parlant d'abord de force, et d'autres qui parlent de négociations. Je suis pour la négociation. Alpha Condé, le président guinéen, il a bien sûr ses idées et il a raison de parler de négociations, car nous savons tous, partout où on impose la force, en fin de compte, c'est une désolation. Au Mali, nous voyons ce qui se passe, malgré que ce n'est pas la même chose. Si nous parlons aujourd'hui de Gambie, il y a eu des fautes commises. Le président, après les élections, il a reconnu qu'il a été battu. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il faut bien se poser la question. Et aussi poser la question à cette CENI, à cette organisation indépendante des élections, qui a reviré, qui a dit qu'il y a eu des fautes. Et Yaya Jammeh, je ne suis pas pour lui, je ne suis pas aussi contre lui. Mais ce qui est sûr, c'est que Yaya Jammeh, il a demandé à ce qu'on fait des recomptes de voix. Alors, il faut le laisser. Il n'a pas dit qu'après le 19 qu'il va être le président. Il a dit qu'il ne faut pas faire face à la justice. Que ce qui est fait, il faut que ça soit recompté et que les voix, si c'est lui qui a gagné,
que la justice reconnaît que c'est lui. Et que si ce n'est pas lui, en ce moment, il y aura autre chose à dire. Et ce qu'Alpha Condé a dit, il faut garantir à Yaya Jammeh, c'est-à-dire il faut qu'il quitte le pouvoir, mais quitter le pouvoir sans qu'on le mette en prison, sans qu'on mette sa famille en prison, sa famille politique, c'est bien, c'est normal. Celui qui évite la guerre vaut mieux que celui qui proclame la guerre. Alors dans ce sens, je pense aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'Afrique comprenne que la force qu'il emploie, ce n'est pas vraiment nécessaire. J'aimerais bien que les Africains comprennent que vraiment la guerre n'amène jamais la paix dans une région. Et les pays européens profitent toujours de nos malentendus pour introduire leurs armes, la politique, pour leur permettre en tout cas de manger. C'est nous devons nous entendre. Ensuite, Alassane Ouattara, qui dit qu'il faut que le 19 qu'on impose, il oublie que lui, il a été imposé à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été imposé. Ce n'était pas des élections propres. Et j'ai entendu tout de suite un de nos confrères qui dit que depuis que Alpha Condé est au pouvoir, il y a eu des problèmes entre Alassane Ouattara et Alpha Condé. Mais ce n'est pas vrai. Il y a toujours dans toutes les régions du monde, il y a toujours des petits problèmes. Et surtout dans les zones frontalières. S'il y a deux villages qui se font de problèmes, alors qu'on règle le problème. Mais il ne faudrait pas faire ça un problème d'État. Alors, je vais finir ici par juste parler de cette situation toujours, qui est vraiment une situation de nous les Africains. Nous devons accepter de comprendre que nous ne devons pas nous battre, que toujours la solution la meilleure, c'est la solution de dialogue. Je vous remercie et je vraiment salue l'organisation de ces interviews qui permet aux Africains de comprendre qu'aujourd'hui nous devons nous donner la main. Nous devons vraiment nous battre, mais battre comment? De manière scientifique, de manière intellectuelle, mais pas de prendre l'arme contre nos voisins, l'arme contre nos frères. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup à vous, très chers messieurs. Et bien sûr, on va poursuivre en faisant une petite précision. Il n'y a pas en ce moment de gendarmes ou de policiers sénégalais déployés sur le territoire gambien pour assurer la sécurité d'Adama Barrow. Selon donc une information, une précision d'ailleurs que je viens de recevoir à l'instant même. Nous poursuivons sur la palabre intellectuelle en vous rappelant également que la Cour suprême gambienne va examiner le recours du président Yaya Jammeh. Ce sera le 10 janvier prochain et parmi les magistrats qui vont siéger, on retrouve bien sûr des magistrats de nationalité sierra-léonaise et également des magistrats nigériens. Nous prenons la direction du Standard une fois de plus avec M. Pamphlet qui nous appelle des États-Unis. Bienvenue. Et la question pour vous serait davantage de comprendre la sortie d'Alpha Condé qui se dit opposé à une intervention militaire en territoire gambien, surtout venant de la CEDEAO. Fondor, je précise que j'appelle du Canada. Ah, du Canada, pardon. Oui. Je crois que l'attitude d'Alpha Condé se comprend parce qu'Alpha Condé fait preuve de sagesse. Vous savez, dans des conflits de ce genre, on ne peut pas déjà tout de suite privilégier la voie, j'allais dire, de l'intervention militaire. Il y a une élection, M. Yaya Jammeh a formulé des recours auprès de la Cour suprême. Je pense qu'il est sage d'attendre les conclusions
que va donner du moins la Cour suprême. Personne ne sait aujourd'hui ce que va décider la Cour suprême et il se trouve des chefs d'État de la CEDEAO qui optent pour une solution militaire. Mais admettons un seul instant que la Cour suprême, par exemple, décide que ce soit Yahya Jammeh qui est perdu et que Adama Barrow ait gagné ou qu'on annule les élections totalement. Qu'est-ce que la CEDEAO va faire? Admettons que les élections soient annulées. M. Alassane Dramane Ouattara avec M. Macky Sall vont aller faire la guerre alors qu'une élection est annulée. Mais comment ils vont installer Adama Barrow? Ils vont aller l'installer avec la Cour suprême de la Côte d'Ivoire ou la... Difficulté malheureusement à poursuivre avec vous, Pamphlet, depuis le Canada. Vous allez revenir dans quelques instants afin que nous puissions véritablement vous écouter dans le cadre de cette autre édition de La Palabre intellectuelle. Mais en attendant, mesdames et messieurs, on vous rappelle toujours le fait marquant de l'actualité ce soir, c'est bien sûr la sortie du président Alpha Condé qui se dit fermement donc opposé à une intervention militaire comme étant une solution de sortie de crise en Gambie. Il voudrait qu'on privilégie davantage la voie du dialogue et du compromis comme sortie de crise. D'ailleurs, celui-ci pense qu'il serait judicieux de rassurer le président Yahya Jammeh pour ce qui est donc de son avenir au soir du 19 janvier prochain. Nous allons en Côte d'Ivoire avec Conan qui est au standard en ce moment. Conan, bienvenue. Ok. Je voudrais vous saluer et je voudrais moi-même m'étonner sur le comportement de mon président. Mon président Alassane Ouattara. Sincèrement, c'est mon président et je l'assume. C'est vrai, je voudrais dire officiellement, je ne l'ai pas élu, mais il est mon président, le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas quelle est cette envie qu'il a de toujours faire tout par la force. Il est venu au pouvoir avec des millions de morts. Le voici encore en Gambie, en train de chercher à faire encore des millions de morts. Quelqu'un dit, et puis c'est normal. Je sais que lui-même, il ne respecte même pas la Cour suprême de Côte d'Ivoire. Donc c'est normal qu'il ne puisse même pas s'occuper même, ni faire film. C'est-à-dire qu'il s'en fout de la Cour suprême même de la Gambie. Ce sont comme ça, vous parlez comme les Ivoiriens. Quelqu'un dit non, moi j'ai fait recours à la Cour suprême. Mais attendons la Cour suprême, attendons les tests qui régissent la Gambie. Si maintenant les tests-là donnent tort, si les juges donnent tort à Yahya Jammeh, alors on peut maintenant aviser. Non, vraiment. Et si effectivement, Alassane Ouattara, là où on l'attend justement sur la notion de quitter le compte d'opération de la France. C'est là-bas on l'attend. On l'attend sur le franc CFA. Là-bas, il ne réagit pas. Hein. Donc Alassane Ouattara, il a une armée. Oh, donc la CEDEAO a une armée. Mais ils font quoi du Nigeria? Ils font quoi de Boko Haram? Ils font quoi de tout ce qui se passe en Guinée, au Mali? Au Mali, le Mali est divisé en deux parties. Alassane Ouattara est là, ils ont la CEDEAO, ils ont leur armée. Qu'est-ce qu'ils font de ces pays-là? Non, que le président de la République de Côte d'Ivoire arrête maintenant. Qu'il arrête de s'illustrer de la plus forte manière. Il a un autre président qu'il arrête cela. Je vais maintenant intervenir sur ce qui se passe au niveau de Boko Haram. Moi, j'ai dit Dieu merci. Chez nous, en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, on peut avoir une portion de forêt quelque part sans que ça n'appartienne à quelqu'un. Voilà des gens qu'on appelle Boko Haram qui sont dans une partie d'une forêt quelque part en Afrique, et puis on dit on ne sait pas où ils sont. Mais c'est une véritable arnaque. Heureusement qu'aujourd'hui, les gens finalement ont décidé. Ils sont situés forcément quelque part. Ils sont dans une forêt en Afrique. Si tu es dans une forêt quelque part vers Didier Vie, cette forêt-là où tu es là appartient forcément à un sortissant de Didier Vie quelque part. Donc, ils sont quelque part situés et on peut les retrouver. Je suis totalement d'accord avec aujourd'hui tous ces pays qui sont en train de converger leurs efforts pour pouvoir repérer ces gens-là et les déloger. Parce qu'il le faut. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pamphlet, depuis le Canada. On va poursuivre au standard et vous rappeler que on ne comprend pas aujourd'hui le comportement, en tout cas, ou alors les positions de Macky Sall quant à ce dossier sur la Gambie. Macky Sall qui est toujours fermement opposé à une idée selon laquelle le président Jammeh pourrait être encore au pouvoir au soir du 19 janvier prochain, malgré le recours du président Jammeh qui sera examiné devant la Cour suprême le 10 janvier prochain. Il faut tout de même rappeler que
Quelques jours seulement après son investiture en 2012, le président Macky Sall s'était rendu à Banjul en visite officielle. Des signes qui avaient permis à l'époque de conclure que le président Macky Sall voulait des relations plutôt paisibles avec son voisin, la Gambie. Mais depuis dernièrement, il y a eu des tensions qu'on va d'ailleurs évoquer tout à l'heure. Le temps de prendre d'abord M. Noupa qui est au Cameroun. M. Noupa, bienvenue au Standard. Et la question pour vous serait, bien sûr, concernant Boko Haram, on sait que le Cameroun traduit systématiquement les personnes interpellées comme faisant partie de cette organisation terroriste et les traduit devant la justice. Pensez-vous que le Cameroun devrait suivre l'exemple du Niger et passer plutôt par une réinsertion ? Malheureusement, difficile de retrouver M. Noupa qui s'est manifesté il y a quelques instants au Standard et dont rappelé que le traitement réservé aux présumés membres de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad n'est pas le même dans les différents pays. Au Niger, on a pris la résolution de désormais les réinsérer, en tout cas pour ceux qui se rendraient aux autorités. Et au Nigeria également, on parle de plus en plus de les réinsérer également dans la société. On va prendre Gabin qui est au Standard. Gabin, bienvenue. Alors, à votre avis, est-ce qu'on devrait, comme le proposait tout à l'heure notre téléspectateur suisse, réinsérer, créer une politique au niveau de l'ensemble du bassin du lac Tchad pour réinsérer définitivement ces jeunes qui ont rejoint les rangs de Boko Haram il y a de cela quelques années maintenant? Il faut dire qu'au niveau de Boko Haram, nous devions véritablement interpeller la communauté internationale et surtout le président du Niger, et tous ces jeunes-là dans l'armée, et seulement voir la communauté pour l'aider à une bonne gestion de cette crise. Bien, maintenant, parlant du deuxième sujet, sur la Gambie. Je voudrais que les présidents africains s'abstiennent de déclarations et qu'ils fassent l'effort d'aider la Gambie à une paix durable et non à la déstabilisation. Parce qu'envoyer une armée aujourd'hui en Gambie, c'est une destruction massive, comme en Côte d'Ivoire. Vous voyez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans un état délabré. Et si aujourd'hui notre président doit encore faire des déclarations, il doit aider son frère Yaya Jammeh à comprendre et non envoyer une armée pour détruire les frères africains encore de plus. Vraiment, je voudrais merci Afrique Média parce que vous êtes la référence et vous aidez réellement l'Afrique à marcher droit dans la vérité et dans la justice. Parce que la Cour constitutionnelle doit rendre le verdict bientôt. Donc laissez le Conseil constitutionnel à rendre ce verdict avant de prendre des décisions. Vraiment, je vous remercie Afrique Média. Vous êtes la référence. Vive l'Afrique Média, que vive l'Afrique encore de plus. Merci beaucoup à vous, Gabin. Et on va rester d'ailleurs au Standard avec d'autres téléspectateurs. Mais avant, on souhaite une très belle et heureuse année 2017 à Gabin, toujours à l'écoute des programmes d'Afrique Média. Dans quelques instants, retour au Standard et bien sûr, rappeler que M. Souleymane est en ce moment au Standard depuis le Burkina Faso. Souleymane, bienvenue. Alors, comment procède-t-on avec les jeunes qui ont rejoint les rangs de Boko Haram? Est-ce qu'on les réinsère au sein de la société comme veut le faire le Niger et également le Nigeria de plus en plus? Ou alors est-ce qu'on les juge au tribunal militaire afin qu'ils soient responsables des actes commis du temps où ils étaient encore dans les rangs de la secte terroriste? Bienvenue. Difficulté à vous retrouver, Souleymane. Revenez dans quelques instants et bien sûr, nous pourrons alors vous écouter sur la palabre intellectuelle qui se poursuit et toujours rappeler concernant la Gambie que c'est le 10 janvier prochain que la Cour suprême devrait rendre son verdict dans l'examen du contentieux post-électoral. Les avocats du parti
de Yahya Jammeh avait saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle puisse invalider le scrutin présidentiel qui vient de se tenir dans le pays et qu'elle demande par la suite la réorganisation d'un nouveau scrutin comme étant la seule et unique solution de sortie définitive de crise. Rappelez que le président Yahya Jammeh avait contesté les résultats de l'élection présidentielle, accusant bien sûr la commission électorale de tripatouillage. Parce que, rappelez également qu'il y a eu une double publication de résultats de la part du Conseil électoral. Il y a eu une première publication où le président Yahya Jammeh est arrivé second avec un écart d'à peu près 50 000 voix. Et puis il y a eu une deuxième publication où effectivement on a eu une deuxième publication où finalement l'écart s'est réduit entre les deux premiers et le président, et cet écart donc ne portait plus que sur 20 000 voix, ce qui a poussé bien sûr le président Yahya Jammeh à revenir littéralement sur sa décision, lui qui avait félicité son challenger quelques heures seulement après la publication donc de ces résultats. Et bien sûr, ce soir, nous tentons de comprendre un autre fait marquant qui vient de se produire au cœur de cette crise post-électorale gambienne. Et avant de poursuivre, bien sûr, nous mettons le cap sur l'Angleterre, sur la France plutôt, où Zerfel est en congé, sur l'Allemagne plutôt, me signale-t-on, où Zerfel est au standard. Zerfel, bienvenue, ça fait un moment qu'on ne vous écoute plus. Bienvenue en tout cas, et surtout, comment est-ce qu'on fait avec les jeunes qui avaient rejoint les rangs de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad? Dans quelques instants, donc, Zerfel en direct de l'Allemagne. Zerfel, difficulté à retrouver Zerfel. Décidément, c'est très compliqué ce soir avec, bien sûr, la connexion. Alors, restez au standard, essayez toujours. À un moment donné, les dieux de la technique seront avec nous. Et bien sûr, vous aurez la possibilité de pouvoir exprimer votre point de vue véritablement sur les différents sujets d'actualité qui nous concernent ce soir, qui concernent le continent africain. Alpha Condé est opposé à une intervention militaire en territoire gambien comme étant une solution de sortie de crise. Et bien sûr, du côté du Niger, on voudrait réinsérer, déradicaliser, permettez, les jeunes qui hier se battaient encore dans les rangs de Boko Haram, ces jeunes-là, en tout cas pour ce qui est de ceux qui auraient décidé finalement de se rendre à l'armée du Niger, eh bien, dans ce cas, ils auront une possibilité d'éviter donc la justice de leur pays et d'ailleurs d'intégrer un programme de réinsertion qui leur permettrait non seulement d'oublier les idées extrémistes de Boko Haram et bien sûr de retrouver la société. On va à Londres où Jean nous attend sur place. Jean, votre contribution s'il vous plaît. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir à toute la galerie de Afrimédia. Est-ce que je suis en ligne? Oui, Jean, nous vous écoutons parfaitement. Votre contribution. Oui, merci. Voilà, c'est juste pour vous dire que je suis très ravi d'avoir cette émission au quotidien. Et voilà pour apporter ma petite contribution en regardant cette émission sur Boko Haram. Je pense que le volet sur Boko Haram, nous devons regarder ça sur deux points. Premièrement, il y a des familles qui ont été forcées pour rejoindre ce groupe de Boko Haram. Et en second, nous avons des gens qui étaient prioritairement des gens formés pour être des Boko Haram de source. Et ceux-là, je pense que la justice ferait son travail de discerner des personnes, d'un côté, qui ont été forcées pour joindre ce groupe, et d'autres qui le sont par conviction, parce qu'ils ont été manipulés par je sais qui. Et je pense que ceux-là doivent vraiment écoper. Et ils doivent vraiment écoper de ce qu'ils commettent comme barbarie dans toutes les régions de la sous-région de l'Afrique centrale. Et pour ce qui concerne Yahya Jammeh, je pense que toute la galerie de panafricains devrait attendre, la population gambienne devrait attendre à ce que la Cour suprême donne ses résultats et que les décisions soient prises de façon très maligne et qu'il n'y ait pas de précipitation dans les décisions faites par les présidents je pense le président de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal. Je pense que la sagesse doit primer sur des décisions
très rapides et qui ne peuvent que causer plus de morts en Afrique. Merci Afrimédia et bonne continuation. Nous vous souhaitons une très bonne continuation et on va poursuivre bien sûr au standard, toujours avec vous très chers téléspectateurs. Le principe est le même, vous composez l'un des numéros de téléphone qui s'affiche en ce moment au bas de votre écran. Vous nous retrouvez en direct et bien sûr vous exprimez votre point de vue autour de l'un des sujets que vous propose la rédaction d'Afrique Média ce soir, ou alors vous vous exprimez autour du sujet qui pour vous est le plus important aujourd'hui sur le continent africain. Et bien sûr, ce soir, nous commentons, entre autres, la réaction du président Alpha Condé, le président guinéen, qui a décidé d'exprimer son point de vue concernant la situation en Gambie et qui se dit opposé à une intervention militaire comme étant une solution de sortie de crise. Il pense qu'on devrait davantage privilégier la voie du dialogue. Et bien sûr, nous retournons au standard avec Jules qui est à Paris. Jules, bienvenue. Jules, vous êtes à Paris et vous nous retrouvez à l'instant même. Jules, pensez-vous qu'on devrait davantage écouter le président Alpha Condé et insister sur le dialogue, notamment en rassurant le président Yahya Jammeh? Oui, bonsoir. Je commence tout d'abord par le Boko Haram. Pour moi, les mineurs, on peut les... ils ont droit, on peut les excuser, mais en dehors des mineurs, les autres doivent être condamnés pour leurs actes. Pour les mineurs, c'est passable. Mais les autres doivent être condamnés pour leurs actes. Pour le cas de Yahya Jammeh, je vous ai toujours dit, quand c'est l'opposition qui demande qu'on récolte les voix, on n'a jamais accepté. Vous ne faites pas de commentaires. Yahya Jammeh, vous n'êtes pas sûr, même en disant qu'il respecte les élections que M. Barrow a gagnées, vous n'êtes pas sûr que réellement il allait accepter. C'est une façon. Il a perdu les élections, il part et dit aux présidents africains de respecter leur peuple quand ils sont en fonction. De respecter leur peuple quand ils sont en fonction. Parce que ils ne respectent pas. Ils font n'importe quoi, ils nous embrouillent comme ils veulent. Quand ils ne sont plus là, c'est pas qu'ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. Ils ne veulent jamais quitter le pouvoir. Yahya Jammeh a reconnu sa défaite, il quitte le pouvoir. Un pour un trait, il n'y a pas à faire, à dire que Ouattara fait ceci. Moi, je ne suis pas Ouattara. Et vous faites même trop de publicité à Ouattara. Vous faites trop de publicité à M. Ouattara. Tous les temps, pas de son nom. Même quand les élections ne le concernent pas. Mais ça, c'est trop. Moi, je n'aime pas Ouattara. Je préfère Barbo. Mais vous faites trop de publicité à Ouattara. Même quand ce n'est pas l'émission ne le concerne pas, pas l'émission. Moi, je parle de Yahya Jammeh. Il n'y a pas d'excuse à donner à Yahya Jammeh. Il a perdu les élections, on part. Tout le mal qu'il a fait. Moi, j'ai fait la Gambie. Tout le mal qu'il a fait à ce peuple-là, mais il doit partir, quoi. C'est ça. Hein? Pour l'exception des jeunes, Boko Haram, je suis d'accord. Mais pour les autres, on doit être jugés pour les actes. Tous, ils ont fait du mal à l'Afrique. Ils doivent être jugés et condamnés. Il n'y a pas d'excuse à faire. Hein? Il n'y a pas d'excuse à faire, c'est ça. Ça, c'est ma contribution. Exactement. Merci beaucoup à vous, Jules. Depuis Paris, on va poursuivre au standard, toujours avec vous, très chers téléspectateurs. Le principe est celui que vous connaissez, vous nous retrouvez en direct et vous prenez la parole pour vous exprimer, bien sûr, autour de l'un des faits marquants de l'actualité, autour du sujet de votre choix également. Et bien sûr, pour nous, ce soir, nous vous proposons de réagir autour de la sortie du président Alpha Condé. Alpha Condé qui, donc lors d'un déplacement en Turquie, a donné sa position concernant la situation en Gambie. Et avant de continuer, Zerfel, vous êtes en ligne. Bienvenue Zerfel. Guy, bonsoir à tout le monde. Bonsoir tous ceux qui sont au standard. Je vous dis bonne heureuse année encore, pour une énième fois. Pour que cette télévision puisse aller de l'avant. Je vous souhaite beaucoup de longévité et beaucoup de santé pour que nous puissions toujours suivre cette télévision qui nous appartient tous. Maintenant, je vais intervenir sur Boko Haram au Nigeria parce que ce que j'ai écouté matin, parce qu'il y avait ma soeur ivoirienne, Madame Yao, qui disait ce matin, qui a posé une question ce matin en demandant si les soldats nigérians, d'après eux, ils ont radiqué les choses, comment dirais-je, Boko Haram dans la forêt, mais il faut qu'ils nous présentent les filles qu'ils ont pris en otage
Parce que quand nous allons voir ces filles ces gens, ils ont pris en otage, moi je peux dire qu'ils ont radiqué le chez Boko Haram. Mais il ne faut pas lancer les mots en l'air pour faire endormir les Africains. Parce que ça fait longtemps que nous sommes en train de parler de ces imbéciles-là qui nous créent toujours, qui nous amènent à mal dormir dans les villages avec les parents qui sont dans ces villes-là. Aujourd'hui, on vient carrément sur des médias pour dire que mon armée, ils ont radiqué chose de Boko Haram. Mais où sont les enfants des gens? Il faut qu'on nous montre à la télévision pour que, parce que tout le monde, on en a parlé de ces jeunes filles, que ces messieurs, ils ont pris en otage. Alors, simplement dire qu'on a radiqué Boko Haram, moi je ne suis pas encore sûr de ce que le président nigérien est en train de dire. Ça, c'est de l'amusement. Ou c'est pour, enfin endormir ses compatriotes nigériens. Peut-être c'est pourquoi il dit ça. Et encore, parce qu'il dit cela, parce que présentement, il est en train de commettre une erreur en allant en Gambie pour dire qu'on va enlever le monsieur par la force. Peut-être, parce que quand on va lui demander d'aller en commanderie, parce que le plus souvent, nous, on lui demande d'aller au nord du Mali ou dans son pays pour radiquer chez Boko Haram avant qu'il envoie ses soldats en Gambie pour faire les sales besoins qu'ils ont l'habitude de faire dans certains pays. Si c'est chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Mais quand ils arrivent dans certains pays, ils se positionnent comme des vrais militaires en disant qu'ils sont les militaires, les plus expérimentés ou quoi. Or, dans leur propre pays, ils ne peuvent rien faire là-bas. Alors il faut qu'ils arrêtent cela. Il faut qu'ils arrêtent ces genres de banditisme qu'ils font aujourd'hui sur l'Afrique. Parce que, je vais parler à la fin de Draman Ouattara, certains disent mon président. Moi, je suis ivoirien, il n'est pas mon président. Bien sûr qu'il est en Côte d'Ivoire. Il est là aujourd'hui au détriment des choses, des choses des Français. Ce sont les Français aussi qui l'ont mis là. Ce n'est pas les Ivoiriens. Parce que nous sommes obligés d'avaler les choses. Ce monsieur, aujourd'hui, devant nous, on le regarde comme ça, mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est négatif en Côte d'Ivoire. Donc ne dis pas que c'est un président de la Côte d'Ivoire. Bien sûr qu'il signe les papiers aujourd'hui au détriment de la violence qu'il impose aux Ivoiriens. Sinon, quand je le dis que c'est mon président, c'est insulter les Ivoiriens, c'est insulter ceux qui sont morts. Donc arrêtez de lui donner un peu de choses, d'importance sur le plan international et national. Ça, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, ce qu'il est en train d'importer dans les autres pays aujourd'hui, c'est la violence qu'il a fait ça en Côte d'Ivoire. C'est ça qu'il veut démontrer maintenant dans certains pays. Il a fait au Gabon, ça a échoué. Parce qu'il a envoyé ses émissaires là-bas. Ils ont échoué. On les a pris, la mettre dans le sac. Ils ont fui, ils sont venus en Côte d'Ivoire. Maintenant, il va en Gambie pour faire la même chose. Voilà, voici la vérité. Parce que le monsieur, le président de la Guinée, chez Conakry, ce qu'il est en train de dire, c'est raisonnable. Dans la vie, il ne faut pas seulement parler des armes. Parce que celui qui ne sait pas parler, qui ne sait pas faire la politique, qui ne sait pas parler, dialoguer, c'est lui qui parle des armes, comme Alassane Draman Ouattara. Il n'a jamais cherché à dialoguer avec les Ivoiriens. Il n'a jamais cherché à dialoguer avec ses homologues. Alors c'est pourquoi il a aujourd'hui, parce que, le président sénégalais, je ne sais pas ce qu'il a piqué dans ces jours pour qu'il puisse suivre ce monsieur. Parce qu'il est en train de se salir vis-à-vis sur le plan international et national et sur l'international. Parce qu'il a eu des problèmes aujourd'hui avec les choses comme l'Israël. Voilà le problème. Les problèmes commencent comme ça. C'est comme ça quand tu suis une mauvaise personne, voici les choses, les résultats que tu prends recueillis. Voilà. C'est pour dire que vraiment, je vous en remercie beaucoup de tout ce que vous faites. Continuez dans ce sens. Et aider aussi ceux qui n'ont pas les moyens pour appeler choses Afrique Média avec les numéros que vous affichez, pour qu'ils puissent avoir l'accès sur le Skype, pour qu'ils puissent
intervenir, pour que plus d'Africains puissent intervenir sur cette télévision. Je vous en remercie. Vraiment, il faut que vous fassiez quelque chose pour ceux-là, pour qu'ils puissent intervenir, sans oublier mes soeurs qui sont partout dans l'Afrique et aussi en Côte d'Ivoire. Mariam, la doyenne d'abord, et les autres, je vous salue. Et bonne et heureuse année. Et l'année 2017 nous apporte du bonheur. Merci. Merci beaucoup à vous, Zerfel. Depuis l'Allemagne, on va poursuivre en rappelant également que tout à l'heure, nous aurons Luc Michel, notre géopoliticien, qui viendra davantage nous situer cette crise gambienne et nous permettre de maîtriser les enjeux et aussi de comprendre le comportement des acteurs sur le terrain en ce moment. Linus Fogap, vous êtes à Tchang, c'est dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue Linus Fogap. Alors que doit-on faire des jeunes qui hier encore combattaient dans les rangs de Boko Haram qui est littéralement affaibli aujourd'hui? Alors est-ce qu'on les réinsère dans la société en les déradicalisant, permettez l'expression, ou alors on les juge et puis par la suite on leur donne la sentence qu'ils méritent? Alors que proposez-vous Linus Fogap? Alors, bonsoir déjà à Guy Fodop, mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je vais ce soir saluer le doyen Demba Traoré depuis Kaye au Mali et mon frère Njomo depuis l'extrême nord du pays. Alors, pour répondre directement à votre question Guy Fodop, moi je pense qu'il ne faut pas accepter ces gens. Parce que, voyez-vous, ce sont des gens qui ont été, comment je vais dire ça, formatés. Ils ont été vidés de toute substance, comme on le dit. Et puis, c'est difficile de réintégrer des gens comme ça. C'est difficile. Donc, il y a des choses, on gagnerait mieux à prioriser les priorités. Et je pense que les Nigériens et les Nigérians souffrent encore, ils souffrent beaucoup, ils ont beaucoup d'autres choses. On gagnerait mieux à prioriser beaucoup d'autres choses que de réinsérer les rebelles. Quand on réinsère les rebelles, c'est pas ça la solution. Moi, je ne trouve pas que ce soit la bonne solution. Alors, et pour entamer le second sujet qui concerne la Gambie, je vais d'abord, avant de parler de ce sujet, dire aux frères, il y a un frère qui a appelé tout à l'heure au nom de Jules, qui dit que Afrique Média traite beaucoup plus les sujets de la Côte d'Ivoire. Je vais lui dire non, c'est pas Afrique Média, c'est nous les téléspectateurs. Comme lui l'a appelé pour dire, là c'est nous autres qui appelons également pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara est une malchance pour non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique tout entière. C'est pas Afrique Média qui le dit, c'est les téléspectateurs qui le disent. Ce sont les Africains qui disent cela. Donc le bon sens étant la chose du monde la mieux partagée, il faudrait qu'ils comprennent que tous ces gens-là qui appellent pour dire que M. Alassane Dramane Ouattara est en réalité un mauvais type, est un mauvais type. C'est ce qu'il faut comprendre de cette affaire. Alors, ils disent qu'ils veulent le déloger, je ne sais pas quoi, Yaya Jammeh. Moi, je ne pense pas que c'est ça la solution. On a longuement épilogué sur cette affaire et sur le plateau d'Afrique Média. Hein, il y a beaucoup de choses à faire. La CEDEAO gagnerait à faire beaucoup de choses. Au Mali, on n'a pas vu la CEDEAO. On n'a pas vu la CEDEAO. Tout récemment, lors de la crise au Burkina, on ne les a pas vus. Si oui, ils étaient en train de partiser pour qu'on détruise le Burkina Faso. On ne les a pas vus. En Côte d'Ivoire, où était la CEDEAO? En Côte d'Ivoire, quand M. Alassane Dramane Ouattara, avec ses parrains occidentaux, quand ils sont venus détruire la Côte d'Ivoire, où était la CEDEAO? Donc on arrête ça. Quand la CEDEAO décide de soutenir un monsieur comme Adama Barrow au nom de la démocratie, au nom de cette pseudo-démocratie qu'on nous vante en longueur de journée sur des médias mainstream, c'est à nous de déconstruire cela. C'est à nous de déconstruire cela. Où est la CEDEAO pendant que M. Laurent Gbagbo, qui demandait la dignité, non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique, où est la CEDEAO? Pourquoi la CEDEAO ne parle pas par rapport à ça? Où est la CEDEAO quand les gens meurent au Maroc, quand on tabasse les gens en Tunisie, en Algérie et autres? Pourquoi la CEDEAO ne se prononce pas là-dessus? Alors, moi, je vous dis simplement, le président Alpha Condé, qui est l'ami intime, il faut le dire comme ça, là, du président Yaya Jammeh, parce que en réalité, le président Yaya Jammeh n'a que deux amis dans le monde. Le président Alpha Condé
le président Robert Gabriel Mugabe du Zimbabwe. Lui, il ne cherche pas, il ne quémande pas les amitiés, il ne dialogue pas avec les Occidentaux, c'est pas son truc. Lui, il n'est pas dans ça. Lui, Yaya Jammeh, c'est un nationaliste, c'est un souverainiste, c'est un indépendantiste. Et nous devons accompagner ce monsieur. Voyez-vous, Guy Fondop, un monsieur qui dit qu'il a reconnu les élections, il a reconnu sa défaite au premier moment. Il dit, moi je vais aller me reposer dans mon pays. Moi je veux aller me reposer chez moi. Moi je veux aller cultiver mes champs. Moi je veux aller élever mes poules. Voilà donc un monsieur qui sort de l'autre côté. Il n'est même pas encore installé parce que ça c'est une bêtise. On ne sait même pas d'où sort ce monsieur. Je ne sais pas s'il est politicien ou c'est un, je ne sais pas quoi, un homme d'affaires qui est venu faire ses affaires au sommet de l'État. Il arrive et puis il dit qu'il va traduire Yaya Jammeh. Il va retourner à la CPI et il n'exclut même pas de traduire Yaya Jammeh. Puis encore, ce monsieur dit qu'il ne va pas travailler avec les anciens, je veux le dire ici, qui ont travaillé avec Yaya Jammeh, c'est-à-dire les généraux et tout ça. Voyez-vous, ça c'est être bête, ça c'est la betterave. Permettez-moi l'expression. Il n'est même pas encore président. On ne l'a pas encore passé le pouvoir. Il est encore là en attente. Mais il fait déjà des déclarations. Même un fou ne peut pas faire ça. Je dis même un fou ne fait pas ça. Lui, il sort là et puis il se met à raconter des histoires. Alors, Yaya Jammeh qui, lui, ne demande qu'à rester dans son pays parce que lui ne veut pas aller s'exiler, lui ne connaît pas ça. Il parle de la terre de ses ancêtres. Il veut vivre dans son pays. Quand un individu comme ça là sort pour lui raconter des choses comme ça là, pensez-vous qu'il va rester là indifférent face à ça? Non. Monsieur Yaya Jammeh, nous connaissons tous quelle est la ligne de Yaya Jammeh. Nous connaissons tous quelle est l'idéologie que prône Yaya Jammeh. Nous connaissons la détermination de Yaya Jammeh à combattre ces impérialistes. Et quand on voit aujourd'hui un monsieur comme Alassane Dramane Ouattara qui parle du respect de la volonté du peuple, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on, Guy Fondop? Est-ce que le président Ouattara, est-ce que lui, il a respecté la volonté du peuple en Côte d'Ivoire? Ici, sur Afrique Média, s'il y a 100 personnes qui appellent, il y a 50 Ivoiriens ils appellent pour manifester leur mécontentement de la non-légitimité du président Alassane Ouattara. Parce qu'il n'est pas, ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été élu par les Ivoiriens. Ce monsieur a été imposé en Côte d'Ivoire par les forces franco-américano-onusiennes. C'est ce que les gens doivent savoir. Et le dire, ce n'est pas avoir eu un contre Alassane Dramane. Ce sont des faits. Nous parlons de manière factuelle. Il faut aller vérifier. C'est ça qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. C'est pas Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, c'est Charles Blé Goudé qui a la CPI. Et la CEDEAO ne dit rien face à ça. Où est Macky Sall? Pourquoi Macky Sall ne parle pas? Ils sont où? Ils sont où tous ces gens? Marcel de Souza ou c'est de Banga Ils sont où? Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien face à cette histoire? Donc, moi je vais vous dire, Guy Fondop, ce qui se passe en Gambie ou ce qui se passe, ce qui se trame, cette machination savamment orchestrée par Paris, je ne sais pas, Londres et Washington, avec pour tête de proue M. Alassane Dramane Ouattara et Macky Sall, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous sommes à l'ère du verseau et tout ce qui était caché est en train de se révéler et nous sommes en train de voir ça. C'est-à-dire ils veulent utiliser les mêmes méthodes parce que ce qu'il faut dire c'est que on a remplacé monsieur, comment est-ce qu'on l'appelle, Blaise Compaoré. Actuellement c'est Macky Sall qui est en train de jouer le rôle que jouait Blaise Compaoré dans la sous-région, c'est-à-dire déstabiliser tous les pays de la sous-région. Ce rôle a été attribué à monsieur Macky Sall et il le joue très bien. Il le joue comme un bon pantin. Il le fait. C'est une marionnette. Il faut le dire sans embâche. Et il le fait très bien. Alors, nous ne voulons plus ce genre de président en Afrique. Nous ne voulons plus ce genre de président. Les gens qui sont prêts à lécher je ne sais pas quoi de la France pour qu'on les regarde bien, pour être adulés par les Français. On ne veut plus de ça. On ne veut plus de ce genre de président. Et on connaît comment est-ce qu'ils sont arrivés au pouvoir. Y compris cette fameuse démocratie qu'on nous vend. On connaît la démocratie au Sénégal. Macky Sall est arrivé au pouvoir au Sénégal par une signature de la France. La preuve en est, ses prédécesseurs sont en France, et tous ces gens-là sont en France. C'est ce genre d'alternance que nous ne voulons plus en Afrique. C'est ça. Et à Ouattara, on connaît comment il est arrivé au pouvoir, on ne va plus le dire ici, on en a longuement parlé. Aujourd'hui, ce monsieur emprisonne les Ivoiriens, et il torture les Ivoiriens, il assassine les Ivoiriens. Le camarade Samba David, la fois dernière, qui était sur nos plateaux d'Afrique Média, il est en prison depuis.
Il n'est pas encore sorti. Hubert Oulaye, ils sont nombreux. Ils sont nombreux en prison, Guy Fondop. Ils sont nombreux. Et depuis des années, nous ne faisons que demander à M. Alassane Dramane Ouattara s'il a un cœur de libérer ces gens, y compris Mme Simone Barbeau. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que Ouattara ressent quand lui, il dort dans sa chambre avec sa femme et que Mme Simone Barbeau est incarcérée dans une prison, je ne sais où, et son mari de l'autre côté à La Haye? Il dort bien, ce monsieur? Il se sent à l'aise? C'est ça être un humain? C'est ça la vie? Est-ce que c'est ça? C'est ça la vie? Où est la valeur du pardon? Où est la valeur du pardon? C'est Blé Goudé qui le disait. Il disait que la valeur du pardon réside dans la gravité de la faute pardonnée. Est-ce que M. Ouattara a un cœur pour pardonner? Est-ce qu'il a un cœur? Est-ce que ce monsieur est un humain? Est-ce qu'il comprend le mal des gens? Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Alors Guy Fondop, moi je vais sortir. Je vais sortir ce soir en vous demandant une fois de plus d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez, pour le compte de l'année 2017, introduire le film comme série. C'est-à-dire vous introduisez le film de Kunta Kinte comme série sur Afrique Média. Nous voulons ce film. Parce que quand vous regardez ce film, votre perception du monde change. Vous comprenez directement qui est l'homme blanc, vous comprenez ce qui se passe dans ce monde. Donc je vais demander au directeur d'Afrique Média, je vais demander au recteur, nous l'appelons comme ça ici, à Tchan, nous l'appelons le recteur, M. Justin Tagou, de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut nous insérer ce film. Si ce film passe sur Afrique Média, je vous dis, à moins d'1 an, toute l'Afrique va prendre conscience et tous les regards seront rivés vers Afrique Média. Donc je vous exhorte, Guy Fondop, à vous pencher sur cette doléance-là. Et puisque je suis sankariste, je vais sortir avec cette formule. À bas comment est-ce qu'on les appelle? Les marionnettes, à bas les marionnettistes, à bas le franc CFA, à bas le destructeur de l'Afrique. Gloire éternelle à Afrique Média. La patrie ou la mort, Guy Fondop, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Lunis Fogab, depuis la ville de Tchan, au Cameroun. Avant de prendre Adama Dia, qui est au standard en ce moment depuis la Libye. Rappelez effectivement, Lunis Fogab, que la question des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire fait couler beaucoup d'encre. On se rappelle encore, il y a quelques mois maintenant, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, lors d'une visite de travail dans le pays, avait demandé à Alassane Dramane Ouattara d'accélérer les procédures de ces personnes qui sont en détention depuis la crise post-électorale, afin que ceux qui devraient recouvrer la liberté puissent effectivement le faire. Et voilà, avant de continuer, allons d'abord prendre Adama Dia qui est en Libye. Adama Dia, bienvenue. Chers Africaines et Africains, moi j'aurais aimé demander aux élites de la communauté des États coloniaux de l'Afrique de l'Ouest quelle est leur part de légitimité par rapport à une république, à un État de droit. Ce sont des faces. Il faut que les gens fassent raison garder. Il faut que nos élites sachent qu'on est là, on est prêt à leur défendre, pour leur défendre. C'est ça le problème. Aujourd'hui, certes, on va parler de Yahya Jammeh, mais peut-être demain ou plus tard, qui sait? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Adama Dia, depuis la Libye. On va poursuivre en rappelant que pour ce qui est du deuxième sujet que nous vous proposons ce soir, concernant bien sûr la réinsertion ou alors les poursuites contre les jeunes qui ont rejoint les rangs de Boko Haram et qui sont aujourd'hui en débandade totale dans le bassin du lac Tchad, parce qu'aujourd'hui, officiellement, Boko Haram n'a plus de base dans la région. Eh bien, on s'interroge de savoir ce que deviendront ces jeunes à l'avenir. Rappelez qu'ils sont à peu près 15 000 selon Amnesty International qui se baladeraient aujourd'hui donc dans le bassin du lac Tchad après la débandade qui désormais est quasi réelle pour ce qui est des troupes, bien sûr, pour ce qui est de ces ex-combattants Boko Haram. Nous allons directement aux États-Unis où Adam, me signale-t-on, est au standard en ce moment. Bienvenue. Monsieur, on me signale plutôt qu'il s'agit de Justin depuis les États-Unis. Bienvenue, monsieur. Depuis Yaoundé, je peux participer à l'émission. Je voudrais dire, excusez-moi. J'ai plusieurs fois appelé. C'est une grande. Allô?
Oui, Justin, nous vous écoutons. Vous êtes au Cameroun, à Yaoundé, vous précisiez tout à l'heure. Ah oui. Ok, merci. Je disais tantôt, j'ai plusieurs fois essayé de participer à l'émission, notamment au débat du dimanche, pour poser certaines questions aux panélistes. En effet, comme je suis un peu, je me pose beaucoup de questions sur l'acharnement que vous avez exprimé sur la personne d'Alassane Dramane Ouattara. J'ai remarqué que vous considérez certains présidents africains, les panafricanistes, notamment le président équateur-guinéen, le président tchadien et le président du Zimbabwe. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si vous oubliez la manière par laquelle ces présidents aussi sont arrivés au pouvoir. Il y a eu beaucoup de mots, c'est vrai. Nous ne faisions pas partie de cette époque, cette nouvelle époque. Et je comprends partiellement que ce soit l'acharnement que vous avez en la personne de M. Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Justin, c'est une analyse. Justin, oui. Justin, je tiens à vous rappeler, je tiens effectivement à vous rappeler que la parole est libre sur Afrique Média et chacun exprime son point de vue. Et bien sûr, nous, en tant que journalistes à la rédaction, nous vous apportons les faits d'actualité et rien d'autre d'ailleurs. Ok, c'est justement sur ce fait que je me base, parce que je comprends souvent les traités, n'est-ce pas, du panafricanisme, c'est-à-dire la façon dont on décide peut-être pour un panafricaniste, c'est-à-dire il travaille au niveau des infrastructures et beaucoup d'autres choses. Mais d'après les recherches que j'ai faites, j'ai conclu à ce que le président ivoirien a travaillé plus que depuis 6 ans qu'il est au pouvoir. Nul autre président qui est à la tête de son pays n'a fait mieux que lui, parce que la plupart de ces présidents-là sont au pouvoir depuis plus de 30 ans. Je prends par exemple un autre pays, le Cameroun. Je ne pense pas qu'en 32 ans de notre président au pouvoir, il a fait mieux que Ouattara qui est en Côte d'Ivoire depuis 6 ans seulement. Il faut regarder, c'est-à-dire que le changement opéré en Côte d'Ivoire. Je tiens à vous rappeler qu'il y a en 6 mois, simplement, des réformes qu'il a apportées sur le plan agricole en Côte d'Ivoire. Il nous a piqué notre place de premier producteur et exportateur mondial de bananes plantains. Et actuellement, la Côte d'Ivoire est en train de viser, n'est-ce pas, la production de plus de 2000 tonnes de cacao par an, alors que le Cameroun a régressé en quelques années où on n'arrive même pas à produire 250 000 tonnes de cacao par an. Donc je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai, nous aimons tous le président Gbagbo, mais ça ne sert à rien de confronter les Ivoiriens entre eux. Il y a 2 cas. Je pense qu'il y a mieux à faire que de confronter les Ivoiriens. J'ai même suivi une fois un panéliste a dit des vrais Ivoiriens. Alors, parallèlement, il y aurait des faux Ivoiriens parce qu'ils auraient voté le président Alassane Ouattara, ou bien, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et d'après les recherches que j'ai faites, les partenariats ivoiriens actuellement sont diversifiés, contrairement à il y a cela 6 ans où la France ne s'était pas vraiment, c'est-à-dire que la France se sucrait véritablement en Côte d'Ivoire. Actuellement, ce n'est pas le cas. Les partenaires commerciaux internationaux d'Ivoire sont pleinement diversifiés. Je pense que vous êtes journaliste, il faut faire des recherches. Et je pense qu'il serait mieux peut-être d'aller en Côte d'Ivoire pour faire une émission là-bas, voir réellement ce qui se passe. Il y a des problèmes partout. Dans notre pays, ici au Cameroun, c'est pire. C'est extrêmement pire. Vous le savez très bien. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand un sujet ne concerne même pas la Côte d'Ivoire, ça dit qu'on revient toujours sur la Côte d'Ivoire, Ouattara, patati, patata, Ouattara a fait ceci, Ouattara a fait cela, Ouattara a fait cela. Ça ne nous avance en rien. Ça dit que ça contribue tout simplement à confronter les Ivoiriens entre eux. Ouattara a quand même un électorat qui est plus d'1 million d'Ivoiriens. Ce sont des Ivoiriens. Il y a parmi eux des grands
des grands intellectuels, des professeurs, des médecins, des docteurs, mais qui ont choisi supporter Ouattara, qui ont choisi son programme, même en 2010 où il y a eu crise préélectorale, post-électorale, je peux dire. Il a eu un électorat quand même fort, ce sont les Ivoiriens. Donc, Justin, on cherche à les confronter, à dire qu'eux, ils sont des faux Ivoiriens, pendant que l'autre temps, ce sont des vrais Ivoiriens. Ce n'est pas bien, honnêtement, ça contribue tout simplement à confronter les deux camps, à elle. Mais Justin, avant de partir, je voudrais également vous apporter une autre information, toujours concernant Alassane Dramane Ouattara. N'oubliez pas de voter pour Alassane Dramane Ouattara dans le Mérite panafricain demain, parce qu'il est bien sûr en lice pour emporter cette autre édition du Mérite panafricain. C'est également pour vous dire que personne n'est discriminé sur Afrique Média. C'est la palabre de tous les Africains et voilà, tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue. Non, je comprends très bien, monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je supporte entièrement Afrique Média. Et je voudrais que les jeunes, la jeunesse africaine sache que le vrai panafricanisme, c'est le travail. Nous avons tous fréquenté en Europe. Nous avons choisi de rentrer dans notre pays pour travailler. Moi, lorsque je suis revenu d'Europe, j'ai travaillé dans une société où je touchais 91 000 francs CFA. Et j'ai travaillé en brousse. Dans les mines. Donc, ça dit que le vrai panafricanisme, c'est le travail. C'est participer au développement de son pays, de son continent, suivant ce qu'on a reçu dans sa formation. C'est-à-dire que ce n'est pas insulter l'autre, ce n'est pas dire que tel président est bon, ce n'est pas facile pour ces présidents. Je ne les supporte pas, je les dédouane même énormément. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas dire que tel président est mauvais, tel président est mauvais. La plupart de ces présidents sont arrivés au pouvoir par des armes, que ce soit Abdoul, Justin, ça vous l'avez déjà dit tout à l'heure. En une minute, s'il vous plaît, juste derrière vous. Ils sont tous arrivés au pouvoir, le sang a coulé. Mais nous avons une politique c'est-à-dire que futuriste d'avenir. Justin, est-ce que vous m'écoutez, Justin? Merci beaucoup, Justin. Vous revenez dans quelques instants parce qu'on vous a déjà écouté plusieurs fois avec les mêmes points de vue. Donc, on va plutôt prendre Abdoulaziz qui nous retrouve également au standard à l'instant même. Abdoulaziz, bienvenue et vous avez donc la possibilité de réagir autour du sujet de votre choix. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, M. Guy. Bonsoir à toute l'équipe. Je vais juste apporter quelques... Abdoulaziz, oui, Abdoulaziz, nous vous écoutons. Parlez-nous directement, ne vous réécoutez surtout pas. Alors, écoutez, je juste voulais vraiment vous remercier à toute l'équipe de votre travail. Merci beaucoup à vous, Abdoulaziz. On va rapidement prendre la direction de Bruxelles où Luc Michel nous attend sur place. Luc Michel est notre analyste géopolitique qui va donc tenter dans quelques instants de nous faire un point complet concernant les enjeux, enfin ce qui se joue en ce moment sur le territoire gambien, les affrontements entre puissances sur ce territoire-là. Donc dans quelques instants, Luc Michel, et bien sûr, on me signale que vous êtes déjà en direct, Luc Michel. Alors, vous pensez qu'il y a une forte dimension géopolitique dans ce qui se joue en ce moment sur le territoire gambien après donc les élections présidentielles et cette crise post-électorale qui est née? Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs des 4 continents. C'est grâce à eux que nous pouvons dire nous sommes le monde. J'ai le plaisir de leur présenter avec quelques jours d'avance mes meilleurs vœux pour 2017. 2016 a été une année difficile pour l'Afrique. 2017 sera une année de combat, mais le panafricanisme, c'est évidemment essentiellement le combat précisément pour la libération de l'Afrique. Il y a derrière la crise gambienne des enjeux géopolitiques africains et mondiaux. J'insiste toujours pour dire qu'il ne faut jamais envisager une crise régionale ou locale
sous le seul angle de celle-ci, mais qu'il faut avoir une vue panoramique. La Gambie, elle est au centre de deux cycles géopolitiques mondiaux. Le premier, c'est ce que les Américains et la presse, les médias de l'OTAN, Libération à Paris par exemple, appellent le printemps africain. Le printemps africain, qu'est-ce que c'est? C'est le clone évidemment du soi-disant printemps arabe. C'est la recolonisation de l'Afrique, cette fois-ci directement au profit de Washington. La déstabilisation d'une vingtaine de pays africains actuellement et la volonté d'y installer des régimes fantoches, et je pèse mes mots, au service de l'Occident. La Gambie, elle est au milieu de ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre cycle géopolitique qui a commencé en 2008, bien loin de l'Afrique, en mer Noire, en Crimée. C'est ce qu'on appelle la nouvelle guerre froide. La nouvelle guerre froide, elle concerne à la fois les Russes, mais aussi les Chinois. Elle voit les deux grands blocs mondiaux géopolitiques s'affronter. Le bloc américano-atlantiste avec son pendant asiatique, c'est-à-dire les alliances militaires de l'OTAN en Eurasie, de l'OTAS en Asie, qui sont actuellement la principale superpuissance mondiale. Et face à eux, il y a un bloc de nations qui veulent être souveraines, qui veulent mettre un terme à cette domination d'une seule superpuissance et déboucher sur un monde multipolaire. C'est l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est plus de 3 milliards d'hommes et de femmes sur la Terre. C'est ça la vraie communauté internationale. C'est surtout une alliance qui est précisément centrée sur Moscou et Pékin. On y trouve aussi Téhéran, on y trouve aussi New Delhi. Il y a, depuis 2008, c'est-à-dire depuis que Vladimir Poutine a remis en cause l'ordre mondial avec le retour de la Crimée à la Fédération de Russie, il y a une nouvelle guerre froide. Cette nouvelle guerre froide, elle s'approfondit sans cesse. Il ne faut pas s'imaginer qu'elle va se réduire avec Trump, parce que précisément, Trump a l'intention de l'orienter vers la Chine, qui pour lui est l'adversaire principal des États-Unis avant les Russes. L'Afrique, au milieu de tout ça, elle est au centre de cette guerre froide. Les deux blocs se battent pour les Russes et les Chinois que l'Afrique échappe des mains occidentales et les Américains et leurs alliés européens de l'OTAN pour que l'Afrique soit définitivement assujettie à ce bloc. Il y a plusieurs épicentres de cette confrontation. Il y a la République démocratique du Congo qui est le point, le pivot géopolitique de l'Afrique centrale et australe. Et il y a aujourd'hui la Gambie. Pourquoi la Gambie? Eh bien, pour une raison très simple. La Gambie, elle est enclavée dans le Sénégal. C'est le seul État avec lequel elle a des frontières. Le Sénégal, c'est la porte d'entrée des États-Unis en Afrique. Il y a des panélistes sénégalais qui ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est la réalité. Le Sénégal a signé des accords militaires avec les États-Unis, l'installation d'une super base de l'US Army au Sénégal et la prise en main de l'armée sénégalaise par les Américains. Depuis plusieurs années d'ailleurs, le Sénégal est le bon élève de la classe africaine. Il organise des manœuvres avec celle-ci et en 2014, il a accueilli une réunion de généraux de 43 pays africains, convoqués précisément par l'Africom, qui se sont mis au garde à vous devant la bannière étoilée. Ces accords militaires, il y a eu une réponse. La réponse, elle est venue de Moscou. Moscou a signé le 16 septembre dernier des accords de coopération militaire avec la Gambie, précisément. Les accords gambiens-russes répondent directement aux accords américano-sénégalais. C'est le choc de la guerre froide. Ces accords prévoient l'installation de bases militaires russes en Gambie et le réarmement, la modernisation de l'armée gambienne par les Russes. Quand on voit ça, évidemment, on comprend que toute cette soi-disant crise électorale et le mouvement, je vais y revenir, qui a donné une apparence de victoire à Adama Barrow, tout ça est orchestré par les Américains, les Français étant
depuis leur retour dans l'OTAN en 2008, étant placés dans l'orbite de l'impérialisme américain, y compris en Afrique. Les généraux de français, ils obéissent, comme tout le monde, au commandement supérieur de l'OTAN, qui est à Naples en Méditerranée, et au commandement supérieur des Américains pour faire la guerre en Afrique, qui est l'Africom, mais qui se trouve en Allemagne, près de la grande base de Ramstein, près de Stuttgart. À partir de ce moment-là, toutes les autres explications, tout ce qu'on a entendu, et il y a sur les plateaux d'Afrique Média parfois des fétichistes des constitutions, mais tout le débat, soi-disant, sur les dictateurs africains, la trop longue présence au pouvoir, l'alternance, etc., c'est un prétexte pour éliminer les Russes de Gambie, pour chasser du pouvoir un président gambien qui a choisi des alliances alternatives pour une Afrique libre. Merci beaucoup Luc Michel. Je rappelle que vous êtes à Bruxelles et vous intervenez en direct dans l'émission. Une autre question, on a beaucoup parlé d'une intervention militaire de la CEDEAO sous la direction sénégalaise. Quel problème soulève cette intervention et quel est le dessous des cartes de la position agressive d'ailleurs de Dakar, telle que décrite ces jours-ci par beaucoup d'analystes internationaux? Nous allons pouvoir écouter Luc Michel dans cette autre question. Malheureusement, quelques difficultés à pouvoir retrouver Bruxelles ce soir. Voilà qui donc met finalement un terme à cette autre production d'Appel sur le continent. Nous nous retrouverons demain pour la dernière édition de la semaine et également pratiquement la dernière édition de l'année. Je voudrais ici remercier Justin qui nous a appelé probablement pour la première fois de Yaoundé au Cameroun et lui dire que Afrique Média, bien sûr, comme le dit d'ailleurs un de nos téléspectateurs dans la bande-annonce, est la chaîne de télévision la plus libre au monde où chacun est libre d'exprimer le point de vue de son choix. Bonne soirée à tous, on se retrouve demain. Allô ? Vous nous retrouvez et vous construisez l'Afrique avec nous. Vous êtes au standard en ce moment. Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis M. Pécan et je vous appelle d'Abidjan. Je m'appelle M. David, j'appelle depuis l'Angola. J'appelle depuis le Tchad. Oui, j'appelle depuis le Cameroun, c'est M. Foukéné. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.